Bonjour l'Afrique, ici Business Africa, je suis Ignatius Anor et voici le sommaire de votre émission. L'Afrique subsaharienne vient d'être désignée comme la région la plus risquée de la planète pour les entreprises et les investisseurs. La raison, la violence des manifestations et la répression des forces de police. La tension sur les salaires ouvre une nouvelle bataille avec les syndicats en Afrique du Sud alors que le pays lutte pour relancer une compagnie aérienne d'État en pleine turbulence. Enfin, la promesse de belles économies pour les entreprises en Égypte et au Royaume-Uni. Les deux pays s'engagent sur un accord de partenariat commercial. Place à notre premier sujet. La répression et les débordements pèsent lourd sur l'économie des pays africains. Un récent rapport a révélé que les violences policières et les excès des manifestants dissuadaient clairement les investisseurs en Afrique subsaharienne. Cette région vient d'être désignée comme la plus risquée du monde pour les entreprises et les investisseurs. Un cabinet de conseil en politique et en sécurité viendra nous expliquer si la sortie de ce rapport est opportune ou non dans une région déjà fortement touchée par les effets de la pandémie. Mais avant cela, voici les points qu'il convient de retenir de ce rapport. L'indice annuel d'intensité du terrorisme met en évidence les risques pour les entreprises et le personnel sur les sites et les routes comme facteurs contribuant à faire de l'Afrique subsaharienne la région la plus risquée au monde pour les investisseurs. Selon le rapport, les forces gouvernementales dans cette partie du continent ne sont pas épargnées. Alexander Raymakers, analyste principal pour l'Afrique chez Verisk Maplecroft, souligne que les entreprises évitent d'être associées à un gouvernement dont les forces de sécurité commettent des violations des droits de l'homme. L'inquiétude majeure concerne les attaques de Boko Haram en Afrique de l'Ouest et d'autres milices en Afrique centrale. Le rapport avertit que le conflit pourrait s'étendre à l'échelle régionale. Le document précise par ailleurs que parmi les 10 pays les plus menacés par la violence dans la région figurent le Mozambique et la République démocratique du Congo. Au Mozambique, justement, l'exploitation des mines et du gaz dans la province de Cabo Delgado alimente des violences. Le Burkina Faso, le Mali, la Somalie et le Cameroun font aussi partie des pays à haut risque. Wilson Kembo est directeur de Seven Oaks Road, une société de conseil en matière de risques politiques et de sécurité dans le West Yorkshire en Angleterre. Il est avec nous pour commenter ce rapport. Wilson, merci d'avoir accepté l'invitation de Business Africa. Tout d'abord, à quel point, selon vous, ce rapport sur l'Afrique subsaharienne est-il préoccupant? This report is not an anomaly. Ce rapport n'est pas une anomalie. Il existe d'autres rapports parus cette année qui ont brossé un tableau sombre de la situation en Afrique subsaharienne. Par exemple, celui sur le terrorisme mondial, paru en 2020, il a montré que 7 pays sur 10 ayant connu le plus grand nombre de décès dus au terrorisme, 7 de ces pays venaient d'Afrique subsaharienne. Et nous devons savoir que les données qu'ils utilisent pour le moment datent de 2019. Regardez ce qui s'est passé au Mozambique ces derniers mois. Je peux en fait m'attendre à ce que 2020 débouche sur une image bien plus inquiétante. Néanmoins, je pense que les choses peuvent s'améliorer si nous faisons les bonnes choses. On sait que les présidents africains ont appelé à l'annulation de la dette en raison de la pandémie de coronavirus et qu'en ces temps difficiles, l'Afrique subsaharienne a besoin plus que jamais d'investissements et de rentrées d'argent importantes. Pensez-vous du coup que ce rapport arrive au bon moment? Quel peut être son impact? Ne risque-t-il pas d'aggraver encore un peu plus la pression économique? Je pense que l'Afrique en ce moment, à cause du Covid-19 et de la manière dont le marché mondial a été impacté, je pense donc que l'Afrique a besoin d'investissements directs étrangers, d'investissements qui peuvent être injectés dans les biens manufacturés, d'investissements pouvant être injectés dans le développement des infrastructures.
Et si nous parvenons à obtenir ce type d'investissement, nous pourrons évidemment diversifier nos exportations et accroître notre part sur le marché mondial. Pour que les investisseurs viennent en Afrique, ils doivent être assurés que leur investissement sera sûr. Et pour être complet, selon vous, quel rôle doivent jouer les gouvernements de l'ensemble de la région pour rassurer les possibles investisseurs et garantir aux entreprises un semblant de sécurité dans la région ? Pour le moment, j'ai noté qu'il y avait des efforts positifs. Par exemple, la communauté de développement de l'Afrique australe a manifesté le désir d'une intervention militaire régionale au Mozambique, et ce pour résoudre le problème. Parce que nous devons comprendre que le terrorisme n'est généralement pas local. D'après ce que nous avons vécu, par exemple au Nigeria avec Boko Haram ou Al-Shabaab en Somalie, nous devons nous unir afin de régler le problème du Burkina Faso. Car sans cela, l'Afrique posera toujours un problème et personne ne sera disposé à y investir. L'autre aspect dont nous devons être conscients, c'est qu'au cours des 50 dernières années, notre part mondiale dans le commerce mondial, elle a diminué. Vers 1945 et 1950, par exemple, l'Afrique détenait environ 8% de la part mondiale du commerce. Aujourd'hui, la part de l'Afrique atteint à peine 2%. C'est dommage. En 1970, l'Afrique et l'Asie avaient une part égale dans le commerce mondial. C'était environ 6 à 7%. Aujourd'hui, l'Asie a une part mondiale d'environ 35%, alors que l'Afrique est tombée à 2%. While Africa has been going down up to 2%. Un immense merci, Wilson, pour votre passage dans l'émission et votre éclairage. Thank you very much. It was a pleasure being here. Wilson Kembo est le directeur de Sevenoaks Road, une société de conseil en matière de risques politiques et de sécurité basée dans le West Yorkshire en Angleterre. En Afrique du Sud, une initiative du ministère des Entreprises publiques visant à relancer la compagnie aérienne nationale en difficulté financière a débouché sur un cuisant échec. La direction avait proposé aux employés 3 mois de salaire pour combler les 8 mois d'arriérés. Une offre qui a été immédiatement rejetée par les salariés. Il faut dire que l'aide de 99 millions de dollars versée par l'État à la compagnie aérienne a semé la confusion dans les esprits. Et les administrateurs de l'entreprise sont allés jusqu'à s'insurger contre la réglementation du travail et de la compagnie. Entre-temps, le pays d'Afrique australe a accueilli une nouvelle compagnie aérienne, Lift, spécialisée dans les vols intérieurs à bas prix. Son premier vol a décollé jeudi 10 décembre. L'Afrique du Sud ouvre une nouvelle bataille avec les syndicats au sujet des salaires des compagnies aériennes. L'annulation d'une réunion prévue pour discuter de l'offre salariale du ministère sud-africain des entreprises publiques a provoqué les foudres des syndicats. Les salariés n'ont pas été payés depuis le mois de mars. Notre proposition en tant que syndicat national des travailleurs de la métallurgie d'Afrique du Sud et d'association sud-africaine du personnel de cabine était qu'en raison des contraintes financières actuelles, nous sommes prêts à faire un compromis et à dire qu'ils peuvent payer aux salariés leurs 3 mois maintenant et leurs primes, puis les 5 mois peuvent être reportés à l'année prochaine. Mais nous ne pouvons pas accepter une situation où les salariés doivent déclarer forfait. Cela serait à notre avis illégal et injuste. Véritable coup dur pour les salariés, ce contretemps constitue un obstacle supplémentaire dans les tentatives du pays pour relancer la compagnie aérienne nationale. Il y a près d'1 an, South Africa Airways, à court d'argent, s'était mise sous la protection de la loi sur les faillites. Les administrateurs ont ensuite dévoilé un plan de sauvetage en juin 2020. 2,2 milliards de rand, soit 147 millions de dollars américains, seraient nécessaires pour les frais de personnel, ce qui inclut les arriérés de paiement pour les employés mis à l'écart et les indemnités de départ volontaires. Le nouvel accord de stabilisation et d'association devrait permettre de réduire l'effectif d'environ 1000 salariés contre 4800 avant le passage sous la protection de la loi sur les faillites. L'Égypte a signé un nouvel accord avec le Royaume-Uni alors que ce dernier cherche à assurer son avenir économique post-Brexit. Entre autres avantages pour les deux pays, le gouvernement britannique affirme que l'accord supprimera les droits de douane sur les produits industriels. La nation nord-africaine est un marché important pour le Royaume-Uni. Les exportations de ce dernier vers le pays du nord de l'Europe s'élevaient à 4,7 milliards de dollars en 2019. Et le FMI prévoit que la croissance économique égyptienne atteindra 2,8% en 2021.
Alors que les négociations sur le Brexit s'éternisent, l'Égypte a signé un accord d'échange pour la période post-1er janvier 2021, date à laquelle le Royaume-Uni devrait être fixé sur le statut de sa coopération commerciale avec l'Union européenne. L'accord entre le Royaume-Uni et l'Égypte, dont les échanges ont pesé pour 5 milliards de dollars en 2019, devrait permettre un accès préférentiel continu des entreprises britanniques à la plus grande économie d'Afrique du Nord, mais également poser la première pierre d'une nouvelle coopération sur les plans politiques, économiques, social et culturel. En sortie de l'Union européenne et risquant d'être privé du marché unique européen, le Royaume-Uni doit désormais modifier ses liens commerciaux bilatéraux avec tous ses partenaires. L'Égypte est le 55e pays à redéfinir ses rapports. Dans sa quête de nouveaux accords, le Royaume-Uni s'est beaucoup appuyé sur les pays africains. La santé de l'économie britannique se jouera très certainement sur le continent. Ce numéro de Business Africa s'achève. Vous pouvez réagir à cette émission sur nos différents réseaux sociaux et partager vos remarques sur mon compte Twitter @IgnatiusAnor. N'hésitez pas également à vous rendre sur africanews.com pour découvrir toutes nos émissions. Merci de votre fidélité et à très vite.